mesdames, messieurs. Donc, peut-on se servir des techniques d'assistance respiratoire extracorporelle pour obtenir une ventilation encore plus protectrice que celle qui est utilisée à la date d'aujourd'hui? Je vous laisse une seconde là pour lire ma diapositive de lien d'intérêt. Alors, première question, pourquoi on fait ça? Quel est le rationnel? Le rationnel, c'est de diminuer l'intensité de la ventilation mécanique. Le respirateur transfère de l'énergie mécanique aux alvéoles pulmonaires. Cette énergie, elle dépend du volume, de la pression, de la fréquence respiratoire également qui est générée par le respirateur. Et donc, on a ces données récentes avec ce papier de l'équipe, donc des équipes qui ont évalué la PEP dans le SDRA et rapporté par Marcelo Amato dans le New England il y a 3 ans maintenant, l'impact de la driving pressure, du delta P, gradient de pression motrice, entre la pression de plateau et la PEP, qui semble, dans une analyse statistique très sophistiquée, être le vrai marqueur, le vrai facteur associé donc à ces lésions de Willy, et l'étude LungSafe, dans une analyse semble confirmer également ces données. Les patients qui avaient une driving pressure au-dessus de 14 cm d'eau étaient ceux qui avaient une surmortalité. La fréquence respiratoire est un élément intéressant aussi, puisqu'on comprend très bien que plus on va donc envoyer donc de la pression et du volume dans le patient, plus donc l'énergie transférée va être importante. Et c'est l'étude LungSafe aussi qui, une des premières, a mis sur une grande cohorte de malades en évidence l'impact de la fréquence respiratoire en termes de facteurs indépendants associés à la mortalité. Dans cette étude épidémiologique, l'augmentation de la fréquence respiratoire d'un mouvement par minute était associée à une surmortalité de 3%, ce qui était tout à fait significatif. Alors, on a ce qu'on appelle un changement de paradigme. On utilise à la date d'aujourd'hui une ventilation qui est considérée comme protectrice lorsque le volume courant est fixé à 6 ml/kg de poids prédit par la taille, avec une pression de plateau qu'on limite entre 28 et 30, et une fréquence respiratoire qui est tolérée lorsqu'il y a une acidose respiratoire qui se constitue, une fréquence respiratoire qu'on permet d'augmenter jusqu'à 30, voire 35 par minute. Encore une fois, quand on regarde l'équation de l'énergie transférée dans le patient, il y a un vrai rationnel pour diminuer les lésions induites par la ventilation mécanique, à réduire les volumes, réduire la pression, et peut-être c'est l'action sur cette driving pressure qu'il faut maintenant privilégier comme facteur déterminant dans ces essais qui seront construits pour le SDRA. L'idée étant de diminuer la driving pressure probablement en dessous de 13-14, où on a l'impression que c'est le point d'inflexion qui a été déterminé par ces équipes sur des méta-analyses dans le SDRA, peut-être en augmentant aussi un tout petit peu la PEP, puisque si on diminue la fréquence, on diminue le volume courant, on va diminuer globalement la pression moyenne dans les voies aériennes, avec un risque d'atélectasie et d'atélectrauma et d'hypoxie associés, et de diminuer donc la fréquence respiratoire. Alors bien sûr, si on réalise toutes ces manœuvres, on va donc diminuer la ventilation minute et créer de manière quasi expérimentale une acidémie respiratoire. Et donc les techniques extracorporelles, que ce soit l'ECMO ou l'épuration extracorporelle de CO2, la dialyse de CO2 comme elle est parfois nommée, pourraient permettre donc l'utilisation de ces technologies sans avoir les complications liées à l'acidémie respiratoire et l'hypercapnie. Alors c'est quoi ces technologies? C'est l'ECMO et l'ECOR. En fait, c'est la même technologie, avec des objectifs différents. L'ECMO est une technique qui va utiliser... donc le pointeur ne marche plus. Non, il est mort. Donc l'ECMO va utiliser un débit extracorporel important qui seul permet une oxygénation du sang. L'ECOR est une technique sur la gauche qui utilise des volumes inférieurs extracorporels, enfin des débits extracorporels de sang inférieurs, disons entre 0,5 et jusqu'à 1,5-2 litres par minute. Et l'ECOR permet, dans cette zone de débit extracorporel, une épuration du CO2 qui peut aller de 10-15% jusqu'à 50-60% de la VCO2, de la production de gaz carbonique par le patient.
L'ECMO utilise donc des grosses canules avec un gros oxygénateur qui permet donc une oxygénation complète et une décarboxylation complète également du sang, un poumon artificiel complet. C'est une technique qui est probablement plus difficile à maîtriser, qui, à mon avis, devrait encore pour l'instant être délimitée dans un certain nombre de centres experts. Les corps, si elle montre un bénéfice, est une technique qui est plus simple à mettre en œuvre, avec un cathéter qui ressemble à un cathéter de dialyse, des débits, encore une fois, qui sont plus limités, un oxygénateur de taille plus réduite, une décarboxylation partielle, et une technique qui pourrait être utilisée dans beaucoup plus de réanimations, et quasiment toutes les réanimations dans lesquelles il y a, par exemple, des techniques d'hémofiltration. Donc on avait, si vous avez l'occasion, écrit donc le rationnel pour l'utilisation de ces technologies dans un des papiers qui était sorti il y a quelques mois à l'occasion du cinquantenaire de la RDS avec Antonio et Pessanti et Marco Ragnori dans le Blue Journal. Alors, les résultats dans la littérature de ces techniques, c'est bien sûr pour l'ECMO, à la date d'aujourd'hui, l'essai César qui fait référence. L'essai César, vous vous souvenez, c'est une étude qui a été réalisée il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, dans du SDRA sévère, avec un critère principal d'évaluation qui était combiné d'essai ou invalidité sévère à 6 mois. C'est un essai qui ne testait pas l'ECMO, en fait, dans le SDRA, mais une stratégie de transfert de tous les malades randomisés dans le bras interventionnel vers un seul centre dans lequel c'était possible de réaliser de l'ECMO. Ce n'est donc pas une vraie étude d'ECMO. Quand on regarde donc, ce que sont devenus ces patients, il y en a 22 dans le bras interventionnel qui, en fait, n'ont pas reçu de l'ECMO. C'est le premier essai qui a montré un bénéfice en faveur de cette stratégie d'oxygénation extracorporelle, avec un critère combiné qui était significativement en faveur de la stratégie interventionnelle, la mortalité. Il y avait une très forte tendance vers une diminution de mortalité, mais qui n'atteignait pas la significativité. L'étude a été extrêmement également critiquée en raison d'un bras contrôle pour lequel on n'avait pas une protocolisation de la ventilation mécanique et en particulier pour lequel près de 30% des malades n'avaient pas reçu une ventilation qui est considérée comme protectrice. C'était ce qu'on appelle une étude pragmatique à l'anglaise et donc a été beaucoup critiquée pour ce fait-là. En ce qui concerne l'ECMO, il y a quelques études épidémiologiques et de séries de cas en particulier suite à la pandémie H1N1 de 2009. Là, vous voyez, c'est les malades qui avaient été pris en Australie en charge donc pendant l'été 2009 et une 68 malades, des malades très sévères avec un rapport PF qui était à 56 et une mortalité qui n'était que de 25%. Too good to be true, peut-être. Peut-être aussi des malades très particuliers. Le SDRA grippal est quelque chose de très particulier. Des malades qui sont souvent plus jeunes. Un tiers de ces malades n'avaient pas de comorbidité à l'entrée en réanimation. Les études des corps, encore moins d'évidence à la date d'aujourd'hui. La seule petite étude randomisée récente, s'il y en avait une dans les années 90, mais qui était avec du matériel qui est complètement obsolète à la date d'aujourd'hui. Donc la seule étude, c'est l'étude Xtravent, qui a été menée en Allemagne par Thomas Bein, qui a comparé avec ce dispositif qui est un shunt artério-veineux sans pompe, donc un bras expérimental. On utilisait une ventilation type RDS-net en réduisant le volume courant de 6 à 3, mais en réglant la PEP sur la même table PEP-FiO2 avec un groupe contrôle de 39 patients pour lequel donc, la ventilation type RDS-net était utilisée. Cette étude est une étude négative sur son critère principal d'évaluation qui était le nombre de jours vivants sans ventilation à J28 et à J60. Il n'y a aucune différence entre les deux bras. La mortalité était extrêmement faible dans cette étude puisqu'elle ne randomisait que des patients mono-défaillants pulmonaires en raison des risques de défaillance hémodynamique aggravés pour les patients sous catécholamine du fait de ce shunt proximal artério-veineux. Alors, dans une analyse post-hoc du sous-groupe des patients les plus sévères, ceux qui avaient un rapport PO2 sur FiO2 inférieur à 150, du coup là, il y avait une différence qui semblait significative en faveur du bras et corps, mais encore une fois, donc c'est une étude de sous-groupe qui n'avait clairement pas la puissance pour répondre à la question.
Ce shunt artério-veineux est de moins en moins utilisé, à mon sens devrait être abandonné du fait des complications hémodynamiques liées donc, au shunt donc proximal et également liées au problème de la cannulation artérielle. À la date d'aujourd'hui, on a des dispositifs maintenant qui sont des machines qui comportent une pompe où on va travailler en véno-veineux, qui se rapprochent plus des techniques, encore une fois, d'hémodialyse et d'hémodiafiltration. Donc cette machine qui est une évolution du shunt Novalung Xenios qui est maintenant disponible, qui a été testée dans quelques petites études preuves de concept comme celle-là, qui mettent donc en évidence l'efficacité du dispositif qui permet en gros une clairance de 30, voire même jusqu'à peut-être 50-60% de la production de CO2 par le patient. Donc à la date d'aujourd'hui, on a ce qu'on pourrait appeler un nouveau paradigme avec ces technologies d'ECMO et d'ECOR qui pourraient être utilisées chez ces patients pour diminuer l'intensité de la ventilation mécanique. Alors l'ECMO est probablement à réserver aux malades les plus sévères, ceux qui ont besoin d'une oxygénation extracorporelle, ceux bien sûr qui sont impossibles à ventiler ou qui ont une hypoxémie réfractaire, mais peut-être un petit peu au-delà de ça, ceux qui ont un SDRA sévère, voire même un peu plus sévère que la classe sévère de la classification de Berlin. Et il y a peut-être une place pour l'épuration extracorporelle de CO2 avec des débits un peu plus faibles, une technologie plus facile à mettre en œuvre, peut-être avec un petit peu moins de complications, bien qu'il faudra en rediscuter, donc pour des patients qui auraient, disons, un rapport PO2 sur FiO2 inférieur à 150, ou peut-être pas se baser sur des critères de PO2 sur FiO2, sur d'autres critères associés à un bénéfice de ces technologies. Alors à la date d'aujourd'hui, on manque de données, et il faut vraiment qu'on construise des études pour répondre à ces questions-là. On avait essayé de proposer des pistes dans un papier de position qui a été publié dans Intensive Care Medicine il y a quelques mois, sur ce que devrait être l'agenda pour la recherche dans les 10 ans qui viennent, en décrivant des études dans le SDRA. Bon, il y avait aussi toute une partie cardiaque, hémodynamique qui était concernée, mais la numéro 1 ici, dans ces propositions d'études, c'était bien sûr de regarder ce qui se passait avec une étude bien conduite à la fois en contrôlant la ventilation mécanique en bras contrôle, en mettant des ECMO à tous les malades pour les SDRA les plus sévères. Il y a une nécessité de travailler en réseau, et je pense qu'on doit tous collaborer, et donc c'est un des buts de ce groupe international qui a été mis en place aussi il y a 2 ans maintenant, qui s'appelle ECMONET, pour promouvoir la recherche sur ces technologies extracorporelles en particulier. Et l'essai EOLIA, qui a été intégré a posteriori dans le développement de ce réseau, qui a randomisé des patients extrêmement sévères avec un critère primaire de mortalité à J60. C'est terminé, comme vous le savez, il y a plusieurs mois maintenant, et on aura les résultats, j'espère, dans quelques semaines. Je ne peux pas vous en dire plus, malheureusement, aujourd'hui. L'étude Supernova, elle va tester la stratégie ECOR. On a fait une étude pilote dont les résultats ont été montrés à Vienne, au congrès de l'ESIGME, il y a quelques semaines, où en gros, on a mis en évidence la possibilité avec l'ECOR de réduire le volume courant pour réduire la driving pressure. C'était extrêmement significatif, en gros de 4 cm d'eau avec la technologie, sans avoir de complications à déplorer. Encore une fois, un essai encourageant, mais qui demande à être confirmé par une étude de plus grande ampleur, sur laquelle on est en train de travailler en ce moment pour déterminer en particulier quels doivent être les critères d'inclusion dans cette étude. Voilà la dernière diapositive, qui est une invitation à venir d'une part à Prague, dans le congrès Euro-LSO, où beaucoup de ces thématiques vont être développées et abordées, et également une invitation à notre congrès à Paris fin juin, où on a aussi 5 ou 6 sessions qui sont dévolues à ces technologies d'assistance extracorporelle respiratoire. Je vous remercie.